Bonjour tout le monde. Alors, il y a des gens qui suivent ma chaîne et qui m'avaient fait savoir que la façon dont je développe actuellement le lore de ma fiction, à savoir via des chansons, ce n'était pas très clair. Ce que j'entends tout à fait, vu que je ne les ai pas publiés dans l'ordre chronologique, mais un peu comme ça me venait. Et d'autres qui voulaient juste ne pas les écouter parce que c'est de l'IA. Alors que bon, l'IA est juste un outil et du moment qu'on s'en sert pour faire de belles choses, ça devrait pas être un problème. D'autant que l'IA n'a aucune constance dans ses rendus, qu'elle peut prendre de liberté par rapport au prompt et juste bâcler le travail si le rendu final lui semble trop compliqué. Mais c'est pas le sujet ici. Et vu que je viens de dépasser les 1000 abonnés, ça fait un prétexte pour enfin présenter l'histoire de façon plus claire. Bon, bref. Du coup, aujourd'hui, on va décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le Metal Valkyrie Project. Alors déjà, le Metal Valkyrie Project, c'est quoi? Le Metal Valkyrie Project, c'est le nom d'une série que je compte créer. C'est une fiction basée sur la mythologie viking, mais avec des codes du manga fantastique. Pas mal de clins d'œil à Dragon Ball, j'avais d'ailleurs commencé à écrire un fanfic de Dragon Ball en parallèle, notamment certains personnages dont le style de combat serait clairement inspiré. Malheureusement, les scripts des premiers tomes écrits ont été perdus à cause de mon précédent disque dur qui a flashé, donc ça m'avait un peu démotivé, mais le projet n'est pas avorté, loin de là. Et si je ne peux pas éditer les tomes quand ils seront assez avancés, je pourrais toujours en faire une sorte de webcomic. Ensuite, pourquoi Metal Valkyrie Project? Eh bien parce que quand j'avais 14-15 ans, donc en 2004-2005, je commençais à toucher à mes premiers MMORPG. Et plus particulièrement Perfect World et Flife. Et j'avais donc besoin de me créer un avatar. Et c'est sur Flife que j'avais eu envie de me créer pour la première fois un personnage qui devait me correspondre. Un personnage qui incarne ma personnalité et mes valeurs. Et l'un des mythes qui me captivait le plus à l'époque, et toujours aujourd'hui si vous ne l'aviez pas remarqué, c'était le mythe des Valkyries dans la mythologie viking. Pourquoi particulièrement ces personnages alors que dans la mythologie, la culture pop, etc., des héros hauts en couleur, des chevaliers en armure, des combattants d'exception, il y en avait des tonnes. Pourquoi me focaliser particulièrement sur cette figure, forte mais féminine au passage, assez obscure et incomprise, alors que des exemples masculins plus faciles d'accès, il y en avait à l'appel. N'y avait-il pas quelque chose enfoui au fond de moi qui me poussait vers ça? Et donc, je crée donc mon avatar qui deviendra mon image pour le restant de mes jours. Une fille destinée à atteindre la classe chevalier. Oui, parce que la classe Valkyrie n'existait pas dans ce jeu, donc je me suis rabattu sur chevalier. Et donc naîtra le personnage Metal Valkyrie. Le truc étant que je n'écoutais même pas encore de métal à l'époque. Et c'est au moment de créer le personnage, quand je lui cherchais une couleur de cheveux, que je suis tombé sur le bleu. Et là dans ma tête, ça fait tilt. C'est ça que je veux. Ce personnage deviendra ma signature, mon incarnation dans tous les jeux où il était possible de la créer. Mais avec le temps, venait un autre problème. Metal Valkyrie, ça sonne pseudo de super-héroïne, c'est pas un nom, et je devais lui donner un vrai nom. Et donc je voulais me rabattre sur un des noms de Valkyrie mythologique. Mais ça m'avait très vite fait ressentir un cas de conscience de me dire que j'usurpais un nom d'un être légendaire. Sauf qu'en 2007-2008, je tombais sur le jeu Valkyrie Profile 2 Silmeria. Dans Valkyrie Profile, Silmeria est une Valkyrie rebelle qui remet en question l'autorité d'Odin et qui se fait bannir d'Asgard pour ses choix. Or, Silmeria est un nom qui n'apparaît dans aucun recueil de noms mythologiques que j'avais pu trouver. Et moi qui perçois parfois ma transidentité comme une punition divine, tout colle. D'autant que je trouvais le nom original et très joli. Et donc m'est venue l'idée, si un jour je pouvais devenir une femme, c'est comme ça que je voudrais m'appeler. Et ce nom deviendra aussi donc le nom de la protagoniste de mon histoire. Mais dans mon lore, les autres Valkyries dont les noms étaient intéressants pour moi ne seront pas oubliés. Ils deviendront des personnages à part entière. Thrud, Reginleif, Olrun et plein d'autres deviendront des personnages clés de l'intrigue. Des licences comme Valkyria Chronicles ou Valkyrie Profile existant déjà, il me fallait un nom qui me permette de ne pas amalgamer ces œuvres avec la mienne. Il y a beaucoup d'autres œuvres qui parlent de Valkyrie, mais pas forcément d'une manière qui mette vraiment cette caste en valeur. Entre les œuvres où ce sont des femmes guerrières, donc juste des amazones à la sauce viking, celles qui en font des humaines génétiquement modifiées pour combattre le mal, et le fait que ce soit de plus en plus dans des gachas ecchi où les Valkyries sont juste des bimbos ultra sexualisés, vraiment on perd la symbolique de la déesse dont le rôle est de juger et d'accompagner les âmes des valeureux après leur mort. Le terme Valkyrie voulant même dire en ancien viking, celles qui choisissent les valeureux. Les rares licences à ma connaissance qui utilisaient bien les Valkyries étaient Valkyrie Profile, sur lequel je ferai une vidéo, et Valkyria Soul, un petit jeu mobile dans lequel vous jouez la Valkyrie Reginleif après le Ragnarok, et où le ton est plutôt sombre. Donc voilà, la Valkyrie est un personnage souvent exploité dans la fantasy, mais rarement compris. Bref, fini de tourner autour du pot avec cette préface, parlons du lore.
C'est la protagoniste, tout simplement. L'histoire tourne autour d'elle, de ses envies et des difficultés qu'elle a à les concrétiser. C'est une déesse originelle, créatrice de l'univers, qui finit par mourir, mais qui se réincarne à Asgard bien plus tard. Elle est bienveillante, douce, imaginative, mais très naïve. Elle veut toujours voir le bien dans chaque personne, quels que soient ses antécédents. Elle estime que toute vie est précieuse et qu'il faut chérir son temps. L'exact opposé de Silmeria. Elle est impulsive, égoïste et n'hésite pas à profiter de ses pouvoirs pour éradiquer tout ce qui lui plaît pas. Pour elle, la vie n'est qu'une variable, un divertissement. Quand elle ne la divertit plus, elle l'ôte. Elle voit chaque nouvelle chose comme une nouvelle destruction potentielle à expérimenter. Elle a génocidé des centaines de civilisations juste par ennui, voire par plaisir macabre. Seule la mort de Silmeria finira par lui faire relativiser sa façon de voir la vie et la mort. Elle engendrera la dynastie des dieux d'Asgard afin de lancer le conflit entre les dieux et les géants. Elle est extrêmement puissante, capable de désintégrer des étoiles avec seulement une fraction de sa puissance. L'entité Metal Valkyrie correspond à la coexistence de son âme avec celle de Silmeria dans le même corps. Ses seuls points faibles sont ses émotions et sa vulnérabilité à la magie. Elle a plusieurs titres à son actif, les plus connus restant héritière des dieux et favorite d'Odin. D'après certaines sources, même le nom Reginleif voudrait tout simplement dire héritière des dieux. Elle est née de manipulations génétiques dues à un projet d'Odin de créer un nouvel être surpuissant capable de défendre Asgard et de gouverner après sa disparition lors du Ragnarok. Elle est intelligente, loyale et extrêmement puissante. Ma puissance incommensurable, personne ne m'égale. Son arme de prédilection est un gantelet qui lui permet de canaliser son énergie vitale dans des attaques dévastatrices. Mais elle est aussi capable d'utiliser tout un panel d'armes, dont Gungnir, la lance magique d'Odin. Elle reste très protocolaire et psychorigide, bien que de fréquenter Silmeria l'aide à se modérer. Elle est la rivale de Metalia, du moins c'est ce qu'elle croit. Metalia est tellement puissante qu'il n'y a même pas match. Mais Metalia tient avant tout à la prendre sous son aile pour des raisons obscures et ne cherchera donc pas à la tuer. La suivante de Reginleif, elle est spécialisée dans la magie curative. Reginleif a beau être l'être le plus puissant d'Asgard, on lui a attribué un filet de sécurité. Elle est loyale à Reginleif, envers et contre tout, n'hésitant pas à garder ses secrets face aux autorités supérieures. Elle est courageuse, curieuse et altruiste. On l'a mise en binôme avec Reginleif après que celle-ci soit rentrée plusieurs fois de mission avec des blessures d'origine inconnue. La fille de Thor est une Valkyrie très puissante. Elle n'a pas les pouvoirs de Reginleif, mais sa force physique est bien supérieure et elle est capable de manier Mjolnir et d'invoquer la foudre. Une rivalité entre elle et Reginleif éclatera à l'académie. Freud étant une vraie hase et Reginleif n'étant qu'un homoncule glorifié. Mais Reginleif arrivera à la remettre à sa place et elle remontera dans son estime. Elle est extrêmement forte, fière, arrogante et chauvine. Habitante de ces terres assez fortes, pour soulever des montagnes et pour moi, rien n'est insurmontable. Mais une altercation avec Metalia lui apprendra la peur et la craindra jusqu'à leur réconciliation. Elle est en même temps Norn et Valkyrie. Elle était destinée à être une Norne de par sa famille, mais refusant le déterminisme social et trouvant la vie de Valkyrie plus palpitante, elle suivra le cursus et se montrera même très compétente. Malheureusement, sa famille l'empêchera d'accomplir son rêve, le rôle de Norne étant trop important et trop peu de gens ayant les capacités innées pour accomplir ce rôle. Elle fera donc ses quêtes en tant que Valkyrie en secret, mais lors d'une mission où elle sera reconnue par ses équipières, elle décidera de les tuer pour que personne n'apprenne la vérité. De culpabilité, elle avouera son crime et se confinera donc dans sa chambre en guise de repentance, traumatisée par son acte, qu'elle ruminera jusqu'à ce que le destin la rappelle sur le devant de la scène. Une jeune elfe mage qui rejoint Silmeria dans sa quête. Elle est une déphasée, ce qui signifie que son corps n'est pas en accord avec son esprit. Malédiction ancienne, sur moi s'est abattue. Elle utilise donc sa magie pour qu'on puisse ne pas voir sa vraie apparence physique. Cette condition est une vraie souffrance pour elle. Elle deviendra donc mage dans l'espoir que la magie apportera une vraie solution à son problème. Pour lever cette ombre, ma magie doit grandir. Le regard du destin, je brille sans peur. Pour briser ces chaînes, découvrir ma splendeur.
Metalia la prend en peine, ce qui poussera Shoko à s'attacher à elle. Son nom est de base une blague. Il permet de mettre en place un running gag où tout le monde l'appellerait pain au chocolat. À la base, j'avais créé ce personnage pour un scénario Dragon Ball, mais à force de développer ce personnage, j'avais fini par m'y attacher et vouloir l'adapter à cette histoire aussi. Son schéma de couleur correspond aux couleurs du drapeau transgenre, alors que c'est une pure coïncidence à la base. Je m'étais juste dit que ça serait bien de parler un peu de transidentité dans cette histoire, et Chocolatine cochait toutes les cases. Son schéma de couleur, mais aussi son nom, qui est un nom polémique alors que ça n'a pas à l'être, mais je ne voulais pas utiliser le terme transgenre, trop connoté pour de la fantaisie, et j'ai donc cherché un autre terme. Elle deviendra vite un personnage iconique de la série et aura droit à toute une sous-intrigue dédiée. Une barde itinérante qui voyage à travers le monde pour trouver l'inspiration. Elle est un personnage auprès d'une youtubeuse musicale avec qui on s'était vite entendu, et j'aimais beaucoup son personnage. Je lui avais donc demandé si je pouvais l'intégrer à mon histoire, ce qu'elle a accepté. Je me demande toujours comment je n'avais pas eu l'idée d'intégrer une barde à mon récit, moi qui adore la musique. Tailleuse est talentueuse et sera vite réputée dans tout Asgard. Elle est créative et charismatique. Il y aura d'autres personnages, mais de moindre importance, ou juste certains qui sont déjà des classiques tels que Tyr, Thor, Odin, etc. Donc je ne vais pas tous les traiter dans cette vidéo. Le Metal Valkyrie Project se base sur une version réinterprétée de la mythologie viking. Et comme toute bonne mythologie qui se respecte, on commence avec le néant. Du néant naîtra Silmeria, une entité qui se donnera pour mission de combler le vide et de faire en sorte que l'univers regorge de vie. Pour combattre la vie, je dois tout imaginer. Changer le néant insipide en un univers coloré. Mais petit bémol, elle a une jumelle Metalia qui, elle, est plutôt du genre à aimer casser des trucs. Mais ce besoin de destruction, paradoxalement, aidera Silmeria à s'améliorer dans ses projets. Au début, Silmeria n'aura que peu de pouvoir et peu de possibilités. Principalement, les deux sœurs respirent dans le néant, ce qui transforme le vide, l'énergie noire, appelez ça comme vous voulez, c'est pas important, en hydrogène. Avec cet hydrogène, Silmeria créera les premières étoiles. Mais des étoiles, avec rien autour, ça a pas grand intérêt. Sauf que Metalia, pour tromper son ennui, détruira certaines des étoiles. À travers les terres, j'ai semé les feux des étoiles, criant en agonie désolée. Ce qui créera de nouveaux matériaux, notamment du fer, de l'or, etc. Et c'est en remerciement à Metalia, qui lui aura fourni de nouvelles matières pour créer de nouvelles choses, que Silmeria appellera une certaine catégorie de ces matières les métaux. Petit à petit, Silmeria créera des planètes pourvues d'environnements plus complexes où des formes de vie commencent à émerger, des civilisations commencent à se former. Mais encore une fois, Metalia, qui s'ennuie, décide de tout faire péter. Et ça va péter! Moi destructrice pleine d'ardeur, je cédais à mes pulsions génocidaires. En effet, dès qu'une civilisation atteint un pic de développement et semble stagner, Metalia se dit qu'ils n'iront pas plus loin de toute façon, donc autant tout casser pour voir s'ils survivent et arrivent à repartir de zéro. Ainsi que les dinosaures qui n'avaient pas de civilisation, mais Metalia les trouvait moches et ennuyeux. Des millions d'années d'évolution, ils en sont encore à grogner et incapables de développer une culture. Venez-vous des dinosaures, ces géants oubliés, vous pensez que c'était un météore? Non, c'était moi, je ris de vos histoires. Cependant, la Terre ne sera pas détruite et de nouvelles formes de vie prospéreront plus tard. Au bout d'un moment, Silmeria en a un peu marre, juste un peu, que Metalia s'acharne à génocider toutes les civilisations qui semblent un tant soit peu prometteuses. Elle soumettra donc Metalia à une épreuve, prendre des formes mortelles afin d'aller vivre parmi eux et lui apprendre à développer de l'empathie pour les êtres vivants. Mais tu ne pouvais plus regarder toutes tes créations adorées, être sauvagement éradiqué sans essayer de me faire changer. Elle créera donc des corps mortels, mais avec une longévité indéfinie. En gros, tant qu'elles entretiennent leur corps, l'ADN se régénère et elles ne vieillissent pas. Mais le corps peut tout de même mourir de blessures. Et munies de ces corps mortels, elles iront s'installer sur un monde particulier. Il existe de nombreuses espèces sentientes sur ce monde. Les As, les Vannes, les elfes noirs, les nains, les géants de feu, les géants de glace. Elles iront donc s'installer chez les géants de feu, une civilisation primitive qui vit dans une région volcanique aride. En arrivant ici, les deux déesses se rendent très vite compte que cette société est très primaire, que c'est la loi du plus fort et qu'une poignée d'élite font régner un ordre tout relatif via la terreur et l'oppression. Grâce à la force de Metalia, Silmeria s'impose très vite comme une protectrice des faibles et finira même par prendre le pouvoir afin de faire évoluer la société vers un ordre plus juste et plus équitable. Tu régneras sur leur monde, leur inculquant les valeurs qui te correspondent.
Mais des complots émergent, les anciennes élites du royaume voient d'un mauvais œil le fait de s'être fait damer le pion aussi vite par une étrangère. Metalia s'en rendra compte, mais Silmeria lui dira juste qu'elle est parano et cherche des prétextes pour pouvoir lancer un nouveau génocide. Metalia s'éloignera donc de Silmeria quelque temps pour se calmer les nerfs et penser à autre chose. Mais c'est là que les comploteurs en profiteront pour passer à l'acte. Plus l'un de poussé par l'avidité décidera quand j'aurai le dos tourné de prendre ta place et de t'assassiner. Metalia se rendra donc compte en revenant que sa jumelle a été assassinée. Folle de rage, elle décidera de réduire en cendres tout le royaume. Mais elle finit par se raviser, se disant que ce n'est pas ce que Silmeria voudrait, et ayant effectivement commencé à établir des liens avec certaines personnes dans cette contrée. Elle décide donc de s'exiler et mijote une autre façon de se venger. Metalia rumine sa vengeance, et un jour, une occasion se présente. Sur les terres des géants de glace, une contrée glaciale où les hivers sont très longs, un géant perdu dans un blizzard, Ymir, s'est réfugié dans une caverne avec ses vaches en attendant que la météo se calme. Sauf que la tempête est partie pour durer très longtemps, du genre plusieurs jours, voire semaines. Metalia le repère et feint d'être une voyageuse égarée et désespérée pour s'incruster et se rapprocher de lui. Elle fera mine de tomber amoureuse de lui, et de cette union naîtront Odin, Vi et Vélé, la première trinité de dieux. Puis dès que ceux-ci seront assez forts, Metalia leur inculquera la haine des géants et fera en sorte qu'ils se retournent contre leur père et l'assassinent. Afin d'assouvir ma vengeance, je ferai naître une nouvelle vengeance. De nouveaux dieux élevés dans la haine de ceux qui m'ont causé de la peine. Puis elle disparaîtra sans laisser de traces et ses enfants migreront dans les contrées fertiles des As et fonderont le royaume d'Asgard, où Odin épousera Frigg et fondera sa dynastie. La vie à Asgard poursuit son cours pendant que Metalia vagabonde à travers le monde, cherchant une raison d'exister qui n'implique pas de massacrer des populations entières. Le choc de voir sa sœur morte la hante toujours et lui a fait relativiser son rapport à la mort, mais surtout à la vie. Elle ne sait pas quoi faire, elle fait en sorte de survivre, Silmeria ayant pris soin de ne pas lui dire ce qui se passerait si elle venait à mourir. Elle essaiera de s'attacher à des mortels, mais tous finiront par mourir de vieillesse ou de maladie sous ses yeux, l'emplissant d'un sentiment d'impuissance. Je n'arriverai jamais à combler le vide que tu auras laissé. Sacré paradoxe, l'être le plus puissant de l'univers se rend compte qu'il n'est pas capable de préserver ce qu'il aime. Pendant ce temps, à Asgard, un nouveau problème fait surface. Sous la gouvernance d'Odin, Asgard se sera énormément développé. Mais beaucoup de As sont stériles et ne peuvent pas enfanter. Très problématique quand il faut monter une armée pour défendre les frontières du royaume, dont les terres fertiles alimentent les convoitises des géants des royaumes voisins. Les géants qui ont également une dent contre Asgard, Odin se montrant toujours hostile à l'égard des géants, et on sait pourquoi maintenant, ils développeront donc plusieurs solutions. Tout d'abord, empêcher le vieillissement de la population. Pour cela, Idun, une habitante des As, crée les pommiers d'Idun, des arbres dont les fruits permettent de rajeunir jusqu'à son prime. Les pommes d'Idun sont donc cultivées massivement et distribuées à la population de toutes les façons possibles, en jus, en cidre, en compote, en fruits frais, mais cela ne ramène pas les morts à la vie et la population d'Asgard décroît. Vient alors une nouvelle avancée technologique, l'ingénierie génétique. Les habitants d'Asgard décident de créer des clones, ou plutôt des homoncules, des êtres biologiques basés sur leurs différents ADN, et créés via un savant mélange de magie et de technologie. Problème, les homoncules n'ont aucune personnalité et se comportent plutôt comme des zombies sans vie. Arrive alors une nouvelle solution proposée par la déesse Freya, incorporer des âmes aux homoncules. Mais comment faire ? Les âmes, ça se trouve pas à tous les coins de rue quand même. Freya propose donc une autre solution, aller chercher les âmes d'espèces inférieures dans d'autres mondes. Et le monde parfait pour ça, c'est la Terre. La Terre fournie d'une espèce sapiente jeune, l'être humain. L'être humain est une espèce plutôt intelligente, capable de créer des sociétés complexes qui se développent assez vite technologiquement et qui s'adaptent vite. Un candidat idéal, d'autant qu'une bonne partie des êtres humains sont pourvus d'âmes. Il suffit d'aller chercher les âmes des humains valeureux à leur mort et de les greffer dans les homoncules. Les dieux d'Asgard fondent donc la caste des Valkyries, dont Freya sera la première représentante. Ils développent donc une magie qui permet de récupérer les âmes des défunts, d'autant que la Terre était loin d'Yggdrasil. Les âmes humaines ont beaucoup trop de mal à y retourner par elles-mêmes. Asgard voit donc sa population croître de nouveau. La caste des Ainariars voit le jour. À Asgard, la vie suit son cours, mais Odin redoute de plus en plus les attaques des géants et la prolifération de créatures dangereuses au sein même du royaume. Il lance donc en parallèle deux projets via la technologie d'ingénierie génétique, le projet Héritière des Dieux et le projet Metal Valkyrie, des expériences visant à créer deux super combattants avec des capacités inégalées jusqu'alors. Le projet Héritière des Dieux porte ses fruits. Reginleif est un sujet loyal, puissant et intelligent, avec de fortes capacités d'adaptation et d'excellents résultats dans tous les domaines. Odin décidera donc de l'adopter, afin de la préparer à devenir la future dirigeante d'Asgard quand celui-ci viendrait à périr. Je suis né de la volonté des dieux anciens. D'un humain m'a
choisi parmi les siens. J'ai mythiquement forgé par les forces du ciel pour devenir Valkyrie, guerrière éternelle. Quant au projet Metal Valkyrie, plusieurs anomalies se produiront. Tout d'abord, impossible d'y incorporer une âme. Visiblement, une âme inconnue avait déjà décidé de s'incarner dans ce corps. Et la technologie interdit d'intégrer 2 âmes simultanément pour éviter les conflits de personnalité. Il s'avérera que cette âme n'était pas intéressée par les directives qu'on lui imposait, mais avait plutôt un caractère d'artiste imaginatif. Odin décidera donc d'avorter ce projet, mais Freya, voyant le potentiel de l'enfant, décidera de l'adopter. Génétiquement créé, une expérience ratée. Odin m'aura rejeté, mais Freya m'aura élevé. Mais bien loin de là, Metalia réagit. Elle a senti quelque chose. Cette âme inconnue qui vient de s'incarner à Asgard, elle la reconnaît, elle la reconnaîtra entre 1000, elle la ressent. Enfin, après tant d'attente, je ressens ton âme flamboyante. Tu es revenu. Metalia va donc travailler une technique de projection astrale afin de s'incarner également dans le nouveau corps de Silmeria et de se rapprocher d'elle afin d'éviter qu'elle ne la laisse mourir une fois de plus. Mais dans le processus, elle finira par délaisser son propre corps qui décrépira lentement. Les Valkyries étant des êtres puissants, leur rôle ne se limite pas à acquérir des âmes humaines, elles sont aussi des combattantes et de valeureuses protectrices d'Asgard. Elles doivent suivre un cursus difficile afin d'apprendre tout un tas de styles de combat afin de s'adapter aux différentes menaces qui menacent Asgard. Apprendre à voler, la magie de capture d'âme, etc. De nombreux personnages iconiques passeront par là. Reginleif qui sera bien entendu première de sa promotion dans quasiment tous les domaines, mais aussi Freud, Olrun et bien sûr Silmeria. Silmeria ne voulait pas devenir Valkyrie, mais l'insistance de sa mère pour qu'elle en devienne une finit par la faire céder. Préférant se focaliser sur des disciplines artistiques, elle ne sera pas très compétente à l'académie et finira Valkyrie de rang inférieur. Malgré tout, le hasard voudra que Reginleif s'attache à elle et qu'elles finissent par devenir bonnes amies. De fait de sa personnalité inadaptée à devenir une Valkyrie, Silmeria subira du harcèlement scolaire qui la poussera à faire une tentative de suicide, interrompue in extremis par Metalia qui proposera plutôt qu'elle se venge de ses harceleuses. Silmeria finissant Valkyrie de rang inférieur à la fin de son cursus, mais Valkyrie tout de même, elle sera régulièrement enrôlée pour diverses missions et escarmouches afin de mériter sa solde. Elle sera systématiquement reléguée à des rôles secondaires tels que la reconnaissance et la logistique. Lors de ces missions, elle fera la connaissance de Hildur, une autre Valkyrie de rang inférieur avec qui elle se liera d'amitié. Malheureusement, lors d'une campagne, son escadron sera pris en embuscade et la totalité de son effectif, y compris Hildur, mourront sous ses yeux. Elle sera la seule survivante, retrouvée seule et traumatisée au milieu d'un tas de cadavres et personne ne comprenant comment cela a pu se produire. Reginleif s'attribuera la mort de ses adversaires afin de couvrir Silmeria et de rationaliser les événements, mais personne n'est vraiment dupe. Elle sera alors vue comme maudite, étant donné que cela fera plusieurs fois que ce type d'incident arrive, et marginalisée. Elle deviendra une Valkyrie réformée, ne touchant plus de solde, mais ne pouvant plus être enrôlée pour le service. Elle deviendra donc une Valkyrie entre guillemets freelance, remplissant des missions à son gré pour pouvoir vivre décemment. L'histoire principale commencera à ce stade du lore. Plusieurs années après l'Académie des Valkyries, Silmeria vit dans une petite maison pépouse dans une zone rurale. Elle fera ce qu'elle aime, c'est-à-dire du jardinage et de l'art, mais Metalia qui cohabite dans son corps et qui s'ennuie décide d'aller faire quelque chose de plus excitant. Au début, Silmeria n'est pas très emballée, mais elle se rappelle qu'elle a des factures à payer et qu'un petit revenu serait sympathique. Elle se rend donc au bureau des quêtes, un endroit où tout à chacun peut accomplir des tâches moyennant finance. Ce système est très inspiré de Fairy Tail, j'aime beaucoup ce système et il a beaucoup de potentiel en termes de narration. Donc, Silmeria, en duo avec Metalia, va au bureau des quêtes et cherche une petite quête afin de gagner assez d'argent pour payer ses factures. Là, elle rencontre un duo d'elfes, Pumpkin et Chocolatine, qui se cherchent des équipières pour leur première quête. Pumpkin est une archère et Chocolatine une magicienne. Elles partent donc à l'aventure pour accomplir la quête qui consiste à attraper un groupe de bandits. Sur la route, elles croisent Taglius, une barde itinérante avec qui elles se lient vite d'amitié, mais elles se séparent car elles ne vont pas dans la même direction. Elles trouvent les bandits, mais il s'avère que ce sont en fait un groupe de géants dont la force physique est bien trop importante pour que des elfes novices et une Valkyrie de rang inférieur ne puissent s'interposer, d'autant qu'ils ont la supériorité numérique. Silmeria se retrouvant en danger de mort, Metalia prend le contrôle de son corps et terrasse les géants de façon expéditive et brutale. Lors d'une bataille qui aura mal tourné, une déesse de destruction alliée inespérée, sa puissance infinie, l'ombre de son serment, les ennemis sont abattus sans même.
Sauf que pendant le combat, Chocolatine est blessée et Pumpkin est porté disparu. Entre temps, Regine Leif avait été contactée par le bureau des quêtes pour signaler une anomalie dans la quête que nos protagonistes avaient choisie. Regine Leif, comprenant que son amie d'enfance était en danger, elle décide d'intervenir elle-même pour la sauver, accompagnée de sa seconde Olrun, qui est une magicienne spécialisée en magie de soins. Elle se rend donc sur les lieux et retrouve et soigne Pumpkin, non loin de là avant de rejoindre le reste du groupe. Mais bien entendu, Metalia a déjà pulvérisé tous les géants et il n'y a donc plus de menace. Metalia, voyant Regine Leif et se rappelant qu'elle est une adversaire valable, elle la force à accepter un duel, quitte à lui faire du chantage en mettant la vie de Chocolatine en danger si elle refuse. Regine Leif accepte et un combat d'anthologie commence. Olrun se montre sceptique. Comment une Valkyrie de rang inférieur peut même espérer pouvoir défier la favorite d'Odin? Mais Metalia s'emballe et menace de tuer Regine Leif, empêchée par Cimmeria qui reprend le contrôle de son corps et lui fait comprendre qu'elle va trop loin. Regine Leif repart, demande à Olrun de garder le secret, voyant Metalia comme une menace mais ne voulant pas que cela s'ébruite, vu qu'elle veut la vaincre elle-même par fierté. C'est un autre affrontement où tu m'auras ridiculisé. Je prêterai le serment de te neutraliser. Tu regrettes un jour où tu m'as épargné. Je garderai secret cette humiliation. Le temps de voir détruire ma réputation. Notre groupe de protagonistes retourne au bureau des quêtes pour attester de leur succès. Elles se séparent donc en se promettant de repartir à l'aventure ensemble plus tard. À la suite de ça, vivront tout un tas d'aventures épiques. Elles sont les gardiennes de la légende. Ensemble, rien ne les transcende à travers tempête et éclair. Rien ne brisera leur lien sincère. Asgard et le royaume des géants de feu organiseront un duel de champions afin d'estimer la puissance de leurs combattants. Regine Leif sera choisie comme championne d'Asgard, tandis que les géants proposeront un de leurs champions. L'arène est protégée par un bouclier impénétrable, afin que les combattants ne puissent recevoir d'aide extérieure. Lors du combat, Regine Leif se montre très capable, mais les géants avaient en fait recopié la technologie de manipulation génétique afin de booster leurs propres soldats. Le champion géant se montrera beaucoup plus féroce que prévu et Regine Leif se retrouvera en difficulté. L'héritier risquant de se faire tuer, Metalia interviendra, brisant le bouclier et tuant son adversaire avec une facilité déconcertante. Un adversaire qui me mettra en difficulté lors d'un combat qui me fera douter de ma légitimité. C'est bien toi qui sauveras ma vie. Alors je réaliserai qu'au fond, tu n'es pas mon ennemi. L'existence de Metalia éclate enfin au grand jour. Regine Leif sera remise en question, Metalia séparée de Cimmeria et confinée, et Cimmeria bannie sur Terre, forcée de vivre en tant qu'humaine jusqu'à nouvel ordre. Je suis tombé des cieux, banni par les miens. Les dieux ont scellé mon sort loin des divins liens. Regine Leif réalisera que Metalia n'était pas une menace depuis le début et voudra se rapprocher d'elle et devenir plus forte pour être à son niveau. Mais elle sera frustrée que Metalia se retrouve confinée et donc inapprochable, et que Cimmeria soit bannie, et elle commencera donc à se montrer défiante envers Odin. Alors, je préfère prévenir, à partir de là, on entre dans le domaine du spoil. Effectivement, tous les événements cités auparavant peuvent passer pour du spoil, mais en fait, tout était déjà vaguement développé dans les chansons, donc il n'y avait pas vraiment de surprise non plus. Mais à partir de là, on entre dans une partie de l'histoire qui n'a pas encore été développée ni en chanson, ni en quoi que ce soit. Donc, vous pouvez suivre cette partie si ça vous intéresse, mais si vous n'avez pas envie de vous spoil, malgré le fait que je ne sais pas à partir de quand tout ça sera disponible, vous pouvez juste sauter à la fin de la vidéo. Une fois Cimmeria revenue de son bannissement, Regine Leif cherchera à renouer les liens avec elle. Elles décideront donc de récupérer l'âme de Metalia qui a été confinée, défiant l'autorité d'Odin. Elles monteront donc une équipe, Et n'oubliez pas les gars, montez une équipe. avec Chocolatine et Olrun pour aller la chercher. Elles devront pour ça combattre les gardes et récupérer l'âme de Metalia qui pourra se réincarner dans le corps de Cimmeria. Seulement, Odin s'en rend compte et menace de faire tomber Regine Leif en disgrâce si elle ne livre pas les autres. Regine Leif est tiraillée entre son statut et ses camarades, et Cimmeria décide de sauter la vie pour régler le problème. Cependant, elle survivra de justesse mais sombrera dans le coma. Entre-temps, le Ragnarok est lancé. Les géants ainsi que des factions de morts-vivants et d'autres créatures déclarent la guerre à Asgard et ses alliés. Asgard semble déborder et le conflit ne tourne pas en sa faveur, bien que Thrud et les Ainariar se battent avec férocité. Combattants d'Asgard, frères dans l'année, nous défendons nos terres, aucun cœur n'est gelé. Odin, Tyr et Thor seront en première ligne pour affronter des monstruosités telles que Fenrir, Jormungand et Garm. Tous s'entretueront. Les géants envoient également un commando dans les murs d'Asgard afin d'assassiner certaines personnalités, notamment Cimmeria et Metalia, toujours dans le coma. Ils la trouvent, mais Choco monte la garde. Elle se défend bec et ongle, mais malheureusement, elle n'est pas de taille. Au moment où la situation devient critique, Metalia se réveille et protège Choco. Étant une hors-la-loi, on l'a pas vraiment soignée, mais juste maintenue en vie. Choco s'empresse de la soigner tant bien que mal et elle avance sur les lignes de front pour signaler à Regine Leif qu'elles sont de retour et que tout
tout peut maintenant s'arranger. Metalia et Reginelf se lancent dans une bataille et écrasent les forces ennemies. Reginelf combattra Surtur, le chef des géants de feu, en duel. Elle le dominera dans un premier temps, mais ce dernier décidera de prendre une forme gigantesque pour prendre l'avantage. Reginelf sera gravement blessé mais survivra. Cimmeria et Metalia décident d'intervenir. Elles reconnaissent alors Surtur, celui qui avait assassiné Cimmeria il y a plusieurs millénaires de cela. Cimmeria veut d'abord se venger elle-même, mais elle se rend vite compte qu'elle ne fait pas le poids et Metalia intervient. Le combat est rude, mais Metalia, bien que limitée par les limites du corps de Cimmeria qui est toujours blessé, prend le dessus et élimine Surtur. Le Ragnarok touche à sa fin, Asgard a tenu bon malgré les pertes. C'est Reginelf qui hérite du trône d'Asgard et elle décide de réformer certains aspects de la société, de gracier Metalia et d'en faire une protectrice officielle d'Asgard. Mais aussi d'enfin établir une paix durable avec les géants pour que cette guerre qui dure depuis plusieurs millénaires maintenant s'arrête enfin. Yggdrasil est un arbre gigantesque qui pousse dans les terres d'Eaz. C'est une plante mystique ayant beaucoup de pouvoirs surnaturels. Il joue un grand rôle dans l'harmonie des esprits et des âmes. Quand un être vivant pourvu d'une âme meurt, l'âme rompt sa connexion avec son corps et est attirée par Yggdrasil qui va alors la purger de ses souvenirs et la recycler. Une fois cela fait, une fleur éclora et l'âme sera renvoyée dans un nouveau corps et le cycle pourra se répéter. L'âme n'ayant plus de souvenirs, seuls quelques traits de personnalité innés subsistent, mais n'ayant alors plus aucun vécu, elle devient une nouvelle personne. Ceux qui meurent à Asgard sont immédiatement captés par Yggdrasil, mais ceux qui meurent plus loin doivent être guidés, sinon leurs âmes errent et finissent par se dissiper si elles ne trouvent pas de nouveau corps, et Yggdrasil doit alors puiser de l'énergie afin d'en créer de nouvelles. Plusieurs entités s'empressent de recueillir les âmes des défunts, notamment les Valkyries qui travaillent pour Asgard, mais aussi d'autres envoyés par des dieux plus sombres, tels que Hel qui règne sur le royaume des morts, Helheim. Elle compte utiliser toutes ces âmes afin de monter une armée pour se venger des dieux d'Asgard lors du Ragnarok. Donc voilà, c'est un bref aperçu de l'histoire que j'essaye de concrétiser. Il y aura bien entendu bien plus de lore, bien plus détaillé dans le projet final. Et bien entendu, je voulais éviter de tout spoil et je me suis arrêté à la fin du Ragnarok, mais j'avais déjà commencé à imaginer l'histoire plus loin que ça. Je peux toujours essayer de réécrire les scripts des premiers tomes de tête, mais il est certain que j'aurais oublié certains détails et que la réécriture ne sera pas identique au premier jet. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous trouvez le concept intéressant. Évidemment, de nombreux sujets seront traités dans cette histoire, que ce soit la place qu'on nous laisse dans la société par rapport à la place qu'on veut vraiment, le harcèlement, le destin, la transidentité, les bienfaits, les méfaits de la technologie et des traditions. Est-ce qu'une personne qui semble fondamentalement mauvaise peut avoir son arc de rédemption? Pendant combien de temps nos actes sont supposés nous coller à la peau? Bref, ça va parler d'un peu tout. Certains me disaient que des histoires sur des dieux n'étaient pas intéressantes, car les dieux sont immortels et omnipotents, et que donc il n'y avait pas d'enjeu. Or, c'est une vision très étriquée de la chose, vu que toutes les mythologies ne se valent pas en termes de divinité. Si effectivement, dans les religions abrahamiques, il n'y a qu'un seul dieu et qu'il est immortel et omnipotent, ce n'est pas le cas des mythologies polythéistes occidentales et nordiques. Les dieux sont faillibles et mortels dans une certaine mesure, d'où le fait qu'il y en ait tout un panthéon pour qu'ils compensent les faiblesses des uns des autres et qu'ils se reproduisent. Il n'y a pas un dieu unique et omnipotent, mais une société de dieux. Et c'est un des sujets du Metal Valkyrie Project. Comment les dieux naissent, vivent et meurent, laissant la génération suivante prendre leur place. Je le développais surtout pour moi, pour me donner de la force et un but dans la vie. En tant que personne transgenre, c'est toujours utile. Mais je m'étais dit que quitte à concrétiser le tout, autant voir si d'autres personnes seraient intéressées par le projet. Et puis c'est pas mal de m'entourer d'autres artistes qui pourraient m'aider à réaliser cette œuvre. Et pour ceux qui demanderaient pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de commencer le projet, eh bien parce que déjà j'ai toujours eu des boulots nuls, donc pas de contact dans le milieu de l'art ou de la BD, et du coup pas forcément non plus de temps et d'énergie à investir là-dedans. J'avais un peu le doute que le projet ne prenne pas et que ça me demande beaucoup d'énergie pour au final pas grand chose. Et enfin parce que j'avais pas envie, dans l'éventualité où ça aurait pu marcher, d'être connu sous mon dead name. Et puis qu'au final je me suis dit que en voyant comment certaines œuvres un peu douteuses finissent par bien marcher, comme Valkyrie Apocalypse, cette énorme bouse où tous les isekai à la noix, en mode je me réincarne en distributeur automatique, je me réincarne en culotte, je me réincarne en chaussettes, au bout d'un moment faut y arrêter aussi. Donc quand on voit le niveau des mangas de maintenant, pourquoi du coup ne pas essayer de publier mes propres histoires? Enfin voilà, je vais arrêter la vidéo ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine!